Bonjour l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live, donc c'est parti. On va faire les spoils, donc voilà, comme ça on va avoir toutes les dernières informations croustillantes de ce qui s'est passé dans les spoils. Ça va être légendaire parce que voilà, en vrai moi, j'ai hâte de voir parce que j'avais théorisé pas mal de choses sur tout ce qui s'est passé avec Loki, avec ses pouvoirs, coup du démon, arme antique, bref, vous allez voir, il y aura vraiment des choses pas mal, surtout qu'il y aura aussi des révélations autres qui ont potentiellement rien à voir avec... ce que Loki nous a teasé dans le précédent chapitre. Donc voilà, comme d'habitude les gars, début de live, n'hésitez pas à liker, follow, commenter, n'hésitez pas à rejoindre la team, que ce soit sur Discord, sur Twitter ou sur YouTube. Et sinon voilà, vous avez les souscriptions, que ce soit sur Twitch ou YouTube, voilà, ça nous aide financièrement, n'hésitez pas à le faire si jamais vous en avez envie, faites-le que si vous le pouvez. Donc voilà en tout cas pour cette petite introduction et ce petit début de live, donc préparez-vous à un chapitre légendaire. Ok les gars, donc c'est parti. Là, cette fois-ci, on va tout simplement analyser les spoils 1142 de One Piece. Voilà, on va les décortiquer, avancer un petit peu nos théories et en même temps react à ce chapitre. On va essayer d'analyser en profondeur surtout. Et voilà, je pense que vous l'avez vu, ça va être un chapitre qui va s'axer sur la trame narrative qui se déroule avec Luffy, Zoro et Sanji, mais aussi Ajurujin et son équipage et évidemment Loki. C'est là-dessus que les informations vont être mises en avant. Cependant, il va y avoir aussi des informations sur les chevaliers divins et sur ce qui se passe aussi autour du reste d'Elbaf. Mais vous allez voir qu'on aura quelques surprises et quelques informations par rapport à ce qui va arriver très prochainement. Donc ça va être la première partie et en deuxième partie, comme d'habitude, on passera vraiment à l'analyse en profondeur et aussi aux théories et tout. Vous connaissez les gars comme d'habitude. Donc c'est parti. Donc voilà, le titre, c'est la chose que je crains le plus. Et ça, c'est assez intéressant parce que, voilà, ça va être une question qui va être posée dans ces spoils. Et c'est quelque chose qui va tout simplement être surprenant dans le chapitre. Parce que voilà, c'est une question qui va être posée, mais la réponse va être quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ok, donc on commence directement avec la mini-aventure de Yamato. Donc voilà, on avance un petit peu dans la mini-aventure. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Yamato attaque Uzu avec un Thunder Bagua. Donc ça, c'est assez intéressant parce que voilà, c'est quelque chose qu'on savait, qu'on avait pré-shot, c'était obligatoire que Yamato ne laisse pas Ulti et Page One se faire déboîter alors que tout simplement on a un Uzu qui prend beaucoup trop de plaisir à les torturer, tu vois. Et le délire, c'est que c'est quelque chose qui est assez intéressant qu'on m'a dit dans les commentaires et que je vais relater. D'ailleurs, merci à la personne, elle se reconnaîtra. Et ben, il y a les SBS qui sont sortis, en tout cas les spoils des SBS, parce que voilà, on n'a pas la totalité des SBS, on a que des parties infimes qui sont sorties. Et en fait, il faut savoir que voilà, il y a des questions qui ont été posées et Oda a répondu sur l'origine de Page One et Ulti, mais aussi l'origine du père de Page One et Ulti. Et du coup, on apprend tout simplement que le père, c'était la même personne que Ace a battu. Et la personne qui a été battue, c'était Hanafuda. Donc voilà, c'était un grand corsaire, pirate. Et on en apprend plus sur Hanafuda, mais aussi sur Page One et Ulti. Surtout que déjà, Hanafuda est bel et bien le père de Page One et Ulti. Et aussi que voilà, il a parcouru le monde à la recherche de ses enfants. Et qu'il était ami avec Kaido et aussi un rival de Kaido. Donc ça montre à quel point quelqu'un de puissant. Et ça montre aussi à quel point Ace était potentiellement quelqu'un de puissant aussi. Parce que voilà, on avait cramé qu'il était capitaine de la deuxième flotte, qu'il était très très fort, mais on n'avait pas réellement l'impression qu'il était fort quand on a vu Marineford, etc., etc. Ça l'a pas mis en valeur, mais voilà, c'est l'arc qui voulait ça, c'est la narration qui voulait ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est des petites informations qui sortent. Quand tu auras les SBS complets, voilà, je vous les donnerai, on les analysera sûrement en vidéo. Moi, vous êtes au courant. Ok, maintenant que ça c'est dit, on va passer directement au chapitre. Et le chapitre commence très très fort avec un serpent géant appelé Jormungand attaque l'école des Morses, mais Saul et le directeur Kiba le mettent hors d'état de nuire. Ça, c'est assez intéressant. Serpent géant, Jormungand. C'est quelque chose que Oda nous a déjà teasé. Je vous avais déjà dit, les gars. Le début de l'arc d'Elbaf est rempli d'une multitude de foreshadowing comme on ne l'a jamais vu. On avait appris énormément de choses par rapport au château, par
rapport à tout ce qui se passe dans le monde du diorama, le monde de Lego. Et dedans, il y avait voilà des bêtes mythiques, etc., etc. Il y avait un serpent aussi. Et là, on voit que le serpent était tout simplement ici. Il y avait aussi le côté Dieu Soleil, que le but de tout le monde, c'était de devenir le Dieu Soleil. Foreshadowing, plus tard, on voit que le but ultime de chaque géant est de devenir Nika, devenir le roi du soleil, parce que c'est la personne la plus libre, la plus puissante ou la plus destructrice. Les inspirations diffèrent en fonction de ce qu'ils ont décidé de croire par rapport aux histoires du Halley et aux histoires de voilà ce qui se passe avec Nika. Donc là, on a un serpent géant appelé Jormungand qui attaque l'école. Donc bizarre, ça c'est bizarre, parce que si ça s'appelle Jormungand, normalement, ça doit être quelque chose qui vient d'Elbaf. Et c'est là où on se pose des questions, tu vois. Est-ce que c'est les chevaliers divins qui ont fait ça? Est-ce que c'est Loki? On verra, mais mieux c'est d'abord de lire simplement la suite. Alors ensuite, on a les enfants géants commencent à marcher en somnambule vers la plage et suivant la flèche de Gunko. Du coup, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir hypnotique de pouvoir déplacer les enfants. C'est assez intéressant. Je me demande, est-ce que ce serait pas le fruit Kirin ou peut-être le fruit de Somers? Donc voilà, cette fois-ci, on passe au côté Loki, Luffy, etc. et on va en apprendre un petit peu plus sur ce qui se passe là-bas. Donc du coup, on a Loki qui ordonne à Luffy et aux autres de retirer le dernier bracelet de sa jambe en les avertissant qu'il peut toujours détruire Elbaf dans son état actuel. Donc ça, c'est ouf, parce que ça montre à quel point un frère est vraiment ultra puissant. Comment il est capable de faire ça? C'est fou. Malgré le fait qu'il n'ait pas son fruit du démon, il est capable de détruire Elbaf. Donc ça veut dire que potentiellement, c'est bel et bien une arme antique, couplée de quelqu'un qui maîtrise un fruit du démon légendaire, Zoan mythique, avec aussi des jets légendaires qui tout simplement le mettent au-dessus de tout ce qui se fait en termes de puissance dans One Piece. C'est un truc de fou. Il fait 70 mètres en plus, donc voilà, 3-4 fois un géant, donc c'est énorme. Donc voilà, on va découvrir la suite tout de suite. Donc du coup, Loki frappe Ragnir contre l'arbre d'Adam, déclenchant une foudre tombant du ciel qui provoque un incendie. Les gars, je sais pas si on peut dire théorie validée, mais c'est exactement ce que je vous ai dit, les gars. Rappelez-vous du village en feu avec Loki, et rappelez-vous aussi du fait que voilà, l'incendie provoqué par un éclair a détruit le village. Est-ce que ce serait pas Loki avec son pouvoir qui était capable de faire ça? Là, ça montre exactement que c'est quelque chose de possible, tu vois, et que c'est quelque chose qui a bel et bien pu être provoqué par Loki, premièrement. Et deuxièmement, il y a aussi le fait que, voilà, les éclairs tombent du ciel, ça fait du feu, ça fait des flammes. Encore une fois, théorie validée, parce que c'est ce que je vous avais dit. Vous avez dit, la phrase de Ripley, potentiellement, pourrait utiliser les pouvoirs de Loki. Les éclairs et les flammes. Là, on a vu les éclairs qui, grâce à l'énergie dégagée par les éclairs, créent du feu. Cependant, il nous reste le côté flamme. Même si on a déjà des flammes, je pense que c'est pas réellement ce que Ripley voulait dire. Je pense qu'aussi, le foreshadowing va se faire sur le côté flamme et par rapport à son fruit du démon. Gardez ça en tête. Là, on a validé vraiment beaucoup de théories en quelques phrases, c'est ouf. Mais pas entièrement satisfait parce que voilà, on va attendre de voir un petit peu la suite pour vraiment valider la totalité de ce qu'on a dit. Et je pense que ça va aller directement dans ce sens-là, étant donné que là, vraiment, on a tout qui va dans ce sens-là. On continue. À l'école, les pires craintes des enfants prennent vie, prenant la forme de monstres étranges ressemblant à des dessins gribouillés, à l'effigie de Loki, Black Nika, Dragon et d'autres figures. Ok, d'accord. Donc là, j'avais du mal à comprendre la phrase, mais je pense qu'en fait, les enfants, dans leur sommeil, ils imaginent simplement des monstres. Ça, c'est ce que j'ai compris. Par contre, si Oda met Black Nika maintenant, c'est bizarre. C'est bizarre. Peut-être que Barbe Noire, il a pas le fruit des ténèbres, mais plutôt le fruit de Black Nika. Hein. C'est pas impossible. Hein. Je sais pas, Oda, ce qu'il veut nous faire avec ce petit foreshadowing, s'il nous met cette information dans la tête, c'est qu'il doit penser à quelque chose comme ça. Hein. Ça, c'est bizarre. Hein. C'est exactement pareil que quand Ripley disait le feu et la foudre. Là, s'il dit Black Nika, est-ce que c'est tout simplement la vision des enfants par rapport à Nika? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que Nika est un destructeur et d'autres un héros. Cependant, le fait qu'Oda appuie là-dessus et carrément mentionne Black Nika, là, on a vraiment un chapitre de légende. Hein. Là, vraiment, Oda, il veut vraiment nous retourner le cerveau. Mais on va rester sur ce qu'on sait. On va rester sur des preuves concrètes parce que j'ai l'impression que Oda va jouer un petit peu avec nos cerveaux. Alors on continue, on va terminer avec ces 3 dernières phrases. Donc du coup, Ange se souvient qu'elle a appris aux enfants à dessiner leur plus grande peur. Les chevaliers divins observent la scène. Et du coup, il y a Somers qui demande à Gunko ce qu'il craint le plus. Et Gunko répond Nika. Donc voilà, c'est la réponse au titre du chapitre qui est ultra bien faite et voilà, on va essayer de décortiquer tout ça dans l'analyse, mais bon. Donc voilà, il y a une pause la semaine prochaine, donc voilà, la semaine prochaine, pas de chapitre, content un petit peu, comme ça on va pouvoir prendre une pause. Mais surtout, l'analyse va arriver très bientôt sur la fresque. Je vais vous donner énormément d'éléments parce que voilà, on a déjà analysé la fresque à chaud, maintenant il est temps de l'analyser à froid et je vais faire une vidéo gigantesque parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire. On a vraiment décrypté et j'ai trouvé énormément d'informations qui n'ont pas été données sur le net et qui va corroborer théorie
gigantesque sur tout simplement ce qui s'est passé pendant les 3 mondes. On va essayer de décrypter, mais voilà. Il y aura des surprises, il y aura aussi des théories qui vont pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est des choses qui sont très probables. Donc let's go. Voilà pour cette première partie. Là, on va passer à l'analyse directement. Au niveau de la mini-aventure, je reviens pas là-dessus. On reviendra ça soit dans les spoils complets si on a plus d'infos, ou soit dans le chapitre avec les informations visuelles. On a un serpent géant appelé Jormungandr qui attaque l'école. Ça, c'est bizarre parce que ça voudrait dire que le serpent géant Jormungandr pourrait être du côté des chevaliers divins. Et ça, c'est pas logique. Parce que s'il s'appelle Jormungandr, ça veut dire que c'est tout simplement un serpent d'Elbaf. Donc, est-ce que potentiellement ils ont eu un haki des rois qui permet justement de contrôler cette bête, tu vois, ils l'ont utilisé sur lui et du coup un petit peu à la Luffy qui contrôle les bêtes, ça aurait pu faire la même chose, ça c'est quelque chose de très possible. C'est peut-être potentiellement l'information que Oda veut nous donner avec 2 ou 3 niveaux de lecture au-dessus, donc c'est quelque chose de possible. Et on a aussi potentiellement tout simplement le fait que Loki se soit réveillé aurait pu exciter certaines bêtes mythiques qui se trouvent sur l'île, c'est quelque chose aussi de réel, mais ça ferait beaucoup trop de coïncidences par rapport à ce qui se passe à l'école, qu'en plus le serpent attaque uniquement l'école. Si on voit dans les prochains chapitres qu'il y a d'autres animaux qui ont attaqué d'autres villages, à d'autres endroits, là par contre la théorie va prendre du sens. Par contre là, vu que c'est que à l'école, je privilégie vraiment le côté chevalier divin, haki des rois, qui envoie une bête mythique sur l'école, tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour le côté Jormungandr. Donc ensuite, pour moi, le Kirin, je suis pas sûr qu'il ait les capacités mythologiques, on va dire, de pouvoir endormir et tout simplement guider les gens. Gunko non plus, sinon elle l'aurait utilisé potentiellement sur Loki. Je pense plutôt que ça pourrait être le fruit du dernier Tenryubito, je crois que c'est Sobers. Donc Sobers potentiellement pourrait avoir ce pouvoir, peut-être qu'il l'utilise sur les enfants pour pouvoir les capturer. Par contre, Shamrock a mentionné qu'il devait transformer ça en jeu. Pour l'instant, c'est pas encore fait, donc je pense qu'ils vont essayer de faire quelque chose par rapport à tout ça. Ils vont les contrôler, peut-être les emmener à un endroit, peut-être ils vont essayer de menacer un petit peu toutes les personnes présentes. Ça pourrait finir en cache-cache gigantesque, en mode voilà, j'ai caché les enfants sur l'île et voilà, faut les retrouver. Et du coup, tous les Mugiwara formeront des équipes pour aller chasser. Et peut-être qu'il y aura un chevalier divin dans chaque endroit possible, mais voilà. On verra. C'est pas totalement sûr. On continue. Ensuite, on a Loki qui utilise le Ragnir. Donc voilà, il est bel et bien capable de contrôler la foudre. Tout ça, on l'avait déjà dit dans les précédents chapitres. Je vous avais dit que lui et son rapport avec le ciel pourraient se faire ressentir. Parce que pour moi, c'est une arme antique. Mais même si c'est pas une arme antique, le côté marteau, même la phrase de Ripley m'a direct fait entendre que potentiellement Loki pourrait maîtriser le feu et la foudre. Quand il était petit, on a vu un flashback de Loki qui rigolait en voyant une branche d'arbre qui a été brûlée et sur cette branche d'arbre il y avait bien un village, exactement la même histoire que Ripley nous avait raconté. Donc pour moi c'était clairement de sa faute et c'était peut-être pour ça aussi que Loki est détesté par l'ensemble des géants d'Elbaf. Ça pour moi c'est quelque chose de logique et voilà, théorie validée, mais voilà, c'était obvious pour moi et je suis trop content que ce soit réalisé, mais je suis pas totalement content parce qu'on n'a pas toutes les informations. Il y a plein d'autres théories qui, je pense, vont se valider très prochainement en rapport avec son pouvoir, en rapport avec Armantique et tout. C'est vraiment celle-là que je veux valider. Donc voilà, on savoure la victoire, mais avec parcimonie. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est le côté Black Nika. Ça, je m'y attendais pas du tout. Le fait que Oda parle de Black Nika, moi, ça me choque complètement. À quel moment il a décidé d'en parler comme ça, sur un coup de tête, dans un rêve d'un enfant. Donc comme je l'ai dit, c'est comme la fresque. Il faut faire attention parce que soit c'est le rêve d'un enfant et du coup, ça n'existe pas. C'est juste quelque chose qu'il a imaginé et qui rêve de voir arriver et du coup qui va arriver pour la fresque parce que voilà c'est la finalité de One Piece, mais là aussi vu que c'est un cauchemar pourrait ne pas arriver et potentiellement que ce serait tout simplement quelque chose qu'on ne verra jamais. Par contre si Oda en parle, à partir du moment où Oda en parle et qui fait émerger une idée dans nos têtes, ça veut dire que c'est une potentialité qu'il faut garder sous le coude parce que c'est quelque chose qui va potentiellement arriver. Black Nika c'est bizarre, mais pour moi comme je vous l'ai déjà expliqué, Nika dans toutes ses réincarnations n'a pas forcément que été gentil. Parce que Vegapunk l'a dit dans son message, il faut que ce soit la bonne personne qui trouve le One Piece, parce que si c'est la mauvaise personne, on n'aura pas les résultats escomptés. Voilà, pour faire court. Et du coup, là, le côté Black Nika qui revient sur le tapis, le côté aussi du aller où ça montrait que Nika pouvait être un destructeur, pouvait être un sauveur, un libérateur, etc., montre qu'il y a plusieurs interprétations, mais aussi potentiellement plusieurs Nika différents qui prend des décisions différentes à chaque fois. Donc voilà, ça c'est des choses que je voulais vous dire. Potentiellement, pendant le siècle oublié,
Nika était peut-être pas aussi gentil qu'on ne le pense. Et le gouvernement mondial n'était peut-être pas aussi méchant qu'on ne le pense. Je pense peut-être que Im-sama était totalement méchante, mais le gouvernement mondial, je pense pas, étant donné que le trône vacant est une invention complètement légendaire et digne de grands souverains. Donc ça montre un petit peu que potentiellement Nika pouvait être du mauvais côté, peut-être pour les mauvaises raisons ou peut-être pour de bonnes raisons, on sait pas. Donc à voir. Black Nika qui pourrait faire son apparition, ça me choque que Oda puisse l'intégrer dans One Piece comme ça. Donc voilà. Est-ce que ça va rester qu'un cauchemar? Est-ce que ça va être un foreshadowing de légende qui va nous montrer peut-être le fruit du démon type Zoan mythique de Barbe Noire? Ce serait un petit peu logique, hein. Il mangerait 3 fruits du démon et en même temps son fruit du démon sera Black Nika, le plus puissant de tous les fruits du démon Zoan mythique, étant donné que celui de Luffy est le plus puissant. Donc voilà, vous comprenez un petit peu que Oda peut nous teaser des choses, mais voilà, on va rester pour l'instant en retrait par rapport à tout ça, étant donné que voilà, c'est beaucoup trop peu d'informations. On se base pour l'instant sur les cauchemars d'un enfant, donc on va attendre et patienter malheureusement, mais au moins ça nous évitera de trop s'égarer par rapport à des informations qui sont pas encore concrètes. Et du coup voilà, la dernière phrase du chapitre, on terminera là, c'est le côté Gunko qui dit que sa plus grande crainte à elle, c'est Nika. Du coup, c'est fou, parce que d'un côté, c'est logique, parce que voilà, les Tenryubito, le plus grand ennemi des Tenryubito, c'est Nika. Et en même temps, je pense, il me semble que sur la Terre Sainte, Nika est considéré comme un monstre. C'est quelque chose qu'on racontait aux enfants là-bas. C'est marrant parce que Black Nika, c'est la crainte des enfants géants. Et Gunko, quand elle devait être petite, Nika devait être tout simplement sa plus grande peur, tu vois, c'est le plus grand monstre, l'ennemi le plus grand, en tout cas pour les Tenryubito. Donc ça montre que Nika pourrait d'un côté inspirer la peur pour des mauvaises raisons, étant donné que voilà, peut-être qu'il était méchant, mais aussi peut-être qu'il pourrait inspirer la crainte chez certaines personnes qui le considèrent comme un ennemi à tort, étant donné que lui fait le bien et que la finalité veut que en fait Nika soit là pour libérer le monde. Donc en fait tout dépend de l'aspect narratif qui a été développé autour de ce personnage en fonction des réincarnations. Donc voilà, je pense que vous avez compris, même si c'est compliqué, bon, en vrai c'est simple, hein. Donc je pense que Gunko pourrait avoir peur du bon Nika, mais sans savoir qu'elle est dans le mauvais camp. Parce que je pense que quand tu es dans un mauvais camp, tu t'en rends pas forcément compte. Et je pense que les enfants d'Elbaf, eux, ont peur de Nika parce que ils ont peur du Nika destructeur. Donc peut-être qu'ils n'ont pas peur du même Nika. Parce que Nika, en fait, c'est potentiellement pas une personne, ou peut-être il y a très longtemps. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est plutôt une idéologie et surtout un pouvoir qui, en fonction de qui le possède, va tout simplement être catastrophique dans certains cas et bénéfique dans d'autres cas. Donc voilà, je terminerai sur ça. J'espère que vous avez kiffé cette petite analyse. J'ai essayé d'en faire une très très vite parce que voilà, je voulais pas trop tarder. Mais de toute façon, on décortiquera ça. Dans les spoils complets, on aura plus d'infos. Voilà, peut-être qu'il y a des erreurs de traduction ou des sens de phrases qui sont un petit peu modifiés. Et on en profitera pour tout simplement analyser tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et voilà, hein, si vous avez kiffé le live, n'hésitez pas à liker, follow, commenter pour la team YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux. Vous avez aussi accès au Discord si jamais vous voulez discuter, partager vos théories, avoir les notifications des lives, mais aussi les notifications des spoils. Et sinon, vous avez le Twitter, c'est là-bas où je publie en priorité les spoils. Voilà, les infos en direct, que ce soit les infos autour de One Piece, autour du gaming. Il y a plein d'infos, les gars, n'hésitez pas à les checker. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais vous laisser sur ça et voilà. Encore merci à tous ceux qui ont participé au live. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Merci les gars de soutenir. Et nous, on se revoit demain pour les spoils complets. Donc voilà, je vous laisse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et à très bientôt. Ciao les mecs.